Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter cette formation avec Kinéformation, organisme de formation continue pour kinésithérapeutes et autres professionnels de santé. Je me présente, je suis Guénaëlle Béguilé, kinésithérapeute de formation et actuellement j'exerce en tant que formatrice et consultante en micronutrition. Donc le sujet du jour est le syndrome des ovaires polykystiques, appelé régulièrement SOPK. Donc, il s'agit là non pas d'une pathologie, parce qu'on parle bien de syndrome, donc c'est un ensemble de symptômes qui caractériseront cet SOPK. Le SOPK touche entre 5 à 10% des femmes en âge de procréer. C'est donc extrêmement fréquent. Il s'agit là d'une dysfonction hormonale qui se caractérise par une hyperandrogénie. Donc les androgènes, ce sont les hormones mâles. Donc on connaît tous la fameuse testostérone, mais il y a d'autres androgènes comme la DHT, dihydroxytestostérone, ou la DHEA, ou bien encore l'androstendione. Donc il s'agit dans ce syndrome soit d'une hyperandrogénie réelle, donc d'un véritable excès d'androgène, mais il peut également s'agir d'une hyperandrogénie relative, donc un excès d'androgène, enfin du moins par rapport à une insuffisance d'hormones féminines, tout particulièrement les oestrogènes, mais on verra aussi que finalement un déficit de progestérone va entraîner également un excès d'androgène. Donc on peut ne pas avoir d'androgène en excès, mais avoir une insuffisance d'hormones féminines et donc être tout de même en hyperandrogénie relative. D'où cette notion soit d'hyperandrogénie réelle ou bien d'hyperandrogénie relative, donc plutôt par insuffisance d'hormones féminines dans ce cas. Donc, quelles sont les conséquences du SOPK? Eh bien, elles sont multiples et variées, parmi lesquelles, bien sûr, des troubles hormonaux. Alors, la majorité des femmes, mais pas toutes, auront généralement des cycles plutôt longs, donc au-delà de 28 jours, 30, 35, voire encore plus. Pourquoi des cycles longs? Tout simplement parce que le follicule aura du mal à maturer lors de la phase folliculaire qui va alors se prolonger et il y aura soit une absence d'ovulation, donc une anovulation, ou une dysovulation, donc des ovulations plus rares. Ces femmes vont également avoir des caractéristiques cliniques d'hyperandrogénie, donc qui peuvent se manifester par une peau plus grasse, une peau parfois acnéique, qui peut être... Cette acné peut être majorée avant les règles, puisque justement avant les règles, il y a une chute des hormones féminines qui vont donc plonger la personne en hyperandrogénie du moins relative. Et ces personnes peuvent également avoir ce qu'on appelle de l'hirsutisme, donc le développement d'une pilosité dans des zones comme autour du nombril, autour du mamelon ou bien encore au niveau du menton. D'autres personnes auront également un visage un peu plus masculin, une mâchoire un peu plus carrée par exemple. Alors ces caractéristiques ne sont pas présentes chez toutes les femmes, mais chez une majorité tout de même. Sont également souvent décrits en conséquence les troubles métaboliques. Mais nous verrons que finalement les troubles métaboliques qui accompagnent très souvent le SOPK sont plutôt une cause qu'une conséquence. Enfin, pour être plus exact, les troubles métaboliques et le SOPK sont tous les deux provoqués par les mêmes mécanismes physiopathologiques. Il s'agit là du principal mécanisme physiopathologique du SOPK, l'hyperinsulinisme. Effectivement, l'hyperinsulinisme va entraîner à la fois les troubles métaboliques et également le SOPK. Donc effectivement, il y a souvent l'existence d'un surpoids, voire d'une obésité, d'un diabète de type 2, d'une hypertension artérielle. Et puis on va beaucoup parler de l'insulinorésistance, mais qui finalement, cette insulinorésistance est plus cause que conséquence. Bien sûr, ces femmes vont être régulièrement touchées par l'infertilité. C'est d'ailleurs la première cause d'infertilité féminine. Et une femme sur deux souffrant de SOPK sera infertile. L'infertilité étant définie comme l'échec de procréation au-delà d'un an de rapports sexuels non protégés. Donc on va voir que ce n'est pas une fatalité, que lorsqu'on prend en charge les dysfonctions à l'origine du SOPK, cette infertilité est
très souvent réversible. Donc, il y a également pour ces femmes souffrant de SOPK des grossesses plus compliquées, avec une augmentation des accouchements prématurés, une augmentation des prééclampsies et également une augmentation des diabètes gestationnels. Mais encore une fois, ces caractéristiques sont également le fruit de la principale cause du syndrome des ovaires polykystiques, pour citer l'insulinorésistance. Aujourd'hui, 20 gènes environ ont été retrouvés comme étant responsables de cette SOPK. Mais ces gènes sont retrouvés chez uniquement 10% des femmes SOPK. Ça ne veut pas dire que c'est pour ces 10%, il n'y a rien à faire au niveau micronutrition, au contraire, il faut être d'autant plus vigilant. Et d'ailleurs, ces gènes sont bien sûr également retrouvés chez des femmes ne souffrant pas de SOPK. Ça veut dire que la génétique, encore une fois, n'est pas une fatalité. Donc on va voir au cours de cette formation l'importance de mettre en évidence les causes du SOPK de notre patiente, puisqu'il existe différentes causes. On a déjà cité l'insulinorésistance, qui est présente chez 75% des femmes souffrant de SOPK, mais il y a d'autres causes. Et quand il y a insulinorésistance, il y a parfois d'autres causes associées également qu'il faudra prendre en charge. Donc l'intérêt de cette prise en charge micronutritionnelle sera d'identifier les dysfonctions entraînant le SOPK chez nos patients et de les prendre en charge, donc de proposer une prise en charge adaptée, individualisée et précise. Alors, je vais vous présenter maintenant le programme de cette formation. Donc, on va devoir passer par des petites révisions indispensables. On va parler du cycle ovarien, le cycle menstruel, voilà, donc petites révisions que vous avez certainement déjà vues lors de vos études. Par la suite, on va parler des hormones stéroïdes ovariennes. Donc, on va revenir un peu sur l'importance de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Et on va parler également de la stéroïdogénèse. Puis, on parlera des hormones, des principales hormones stéroïdes ovariennes, donc les œstrogènes, la progestérone et la testostérone. Donc, pour chacune de ces hormones, on verra leur synthèse, comment sont-elles synthétisées, comment fonctionnent-elles, quels sont leurs rôles, comment sont-elles transportées. Par la suite, on va parler des mécanismes physiopathologiques du syndrome des ovaires polykystiques, donc de l'hyperandrogénie. Qu'est-ce qui peut entraîner chez ma patiente cette hyperandrogénie? Donc on va parler de la principale cause présente chez 75% des SOPK, l'hyperinsulinisme. Mais comme je vous ai évoqué, l'hyperinsulinisme n'est pas la seule cause du SOPK. On va aussi parler du déficit de progestérone qui entraîne à son tour une hyperandrogénie et donc un SOPK. Donc pourquoi le déficit de progestérone induit-il une hyperandrogénie? Comment l'identifier? Et on verra par la suite comment le prendre en charge. De la même façon, on va parler du déficit d'œstrogène. Comment est-ce qu'un déficit d'œstrogène va induire cette hyperandrogénie? On parlera également d'une autre cause qui est la baisse du SHBG. Le SHBG, c'est le transporteur à la fois de la testostérone et des œstrogènes. Et lorsqu'il baisse, il va induire une hyperandrogénie. Donc on verra quelles sont les causes de cette baisse de ce transporteur. On touchera également un petit mot sur les perturbateurs endocriniens. Par la suite, on va voir comment mettre en évidence ce syndrome des ovaires polykystiques. Donc on va toucher un mot sur le diagnostic médical et on va s'attarder plus longuement sur la mise en évidence clinique. Donc quels sont les signes cliniques qui peuvent nous faire évoquer un SOPK, et on va également parler de la mise en évidence biologique. Donc on ne parlera pas forcément des marqueurs biologiques qui vont indiquer la présence d'un SOPK, mais on va plutôt parler des marqueurs biologiques qui sont souvent perturbés dans le SOPK et qui nous permettront de déterminer la cause du SOPK présent chez notre patiente. Donc après avoir vu tous ces éléments, on va enfin parler de la prise en charge. Donc pour rappel, en micronutrition, c'est toujours la même chose. La prise en charge du SOPK sera la prise en charge de la cause du SOPK que nous aurons alors déterminée. Donc, rechercher les causes et les prendre en charge. Donc, comment prendre en charge l'hyperinsulinisme s'il est présent chez notre patient? Comment prendre en charge le déficit d'œstrogène? Comment prendre en charge le déficit de progestérone? Donc, c'est ce que nous allons voir au cours de cette formation.
Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on va commencer à faire des révisions sur le cycle ovarien.